Je vais demander à Gérald Carcenti, si tu pouvais te concentrer une seconde, Gérald, de monter à la tribune pour présenter quelqu'un pour qui j'ai vraiment beaucoup de respect, mais également beaucoup d'amitié, qui est Alain Dehaze, le CEO mondial du groupe Adecco. À toi la parole, Gérald. Bonjour à tous. Donc effectivement, nous accueillons quelqu'un qui est très connu parmi nous, chez nous. Cher Alain, je n'aurai pas l'impudence de dire que je t'accueille aux États de la France, tu es ici, chez toi. Pendant 3 ans, tu as collidé, tu les as collidés, ces États de la France, avec nous, et c'est toi qui accueillais alors les hautes personnalités qui étaient nos invités d'honneur. Haute personnalité, tu l'es devenu car après avoir présidé aux destinées d'Adecco France, tu as, voici un peu plus d'1 an, hérité du prestigieux poste de CEO Monde. Donc tu as pris en charge l'ensemble d'Adecco, ce qui illustre aussi le fait que passer par la case France est un beau tremplin de carrière et un ticket gagnant pour faire de brillants parcours dans des multinationales. Notre France, tu la connais et je sais que tu la connais bien. Tu la connais sur le bout des doigts, tu l'aimes et tu en as longtemps été l'ambassadeur auprès de ton prédécesseur. D'avocat, tu es aujourd'hui devenu juge et tu dois arbitrer entre les différents pays pour assurer le développement de ton groupe. On espère tous, bien sûr, que tu arbitreras en faveur de la France. Tes responsabilités t'amènent à parcourir la planète. Nous te remercions tu viens juste d'atterrir, tu étais aux États-Unis, de faire une halte à Paris, où tu as atterri ce matin pour t'adresser à nous et donc à apprécier la qualité des différents pays où vous œuvrez chez Adecco. Nous aimerions, maintenant que tu la vois de haut, savoir de toi comment tu juges la France, quels sont ses atouts, ses handicaps, et que tu nous dises aussi, en tant que patron Monde, ce que tu attends d'elle pour qu'elle accueille plus qu'elle ne le fait aujourd'hui, des investissements venus d'ailleurs. Alain, je te cède la parole. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et merci beaucoup Gérald, merci aussi beaucoup Olivier pour ces sympathiques mots, ce sympathique accueil. Mais aussi merci à Denis de me donner aujourd'hui cette opportunité de m'adresser à vous. Depuis le 1er septembre 2015, en effet, j'ai quitté quelque part la France pour prendre la direction du groupe, j'y reviendrai dans 2 minutes, après avoir vraiment eu le privilège et le plaisir de diriger notre groupe en France. Alors, brièvement, Adecco, peut-être c'est qui et pourquoi je suis là. Eh bien, nous sommes le leader mondial des solutions en ressources humaines. Nous sommes présents dans plus de 60 pays sur 5 continents. Nous mettons chaque jour au travail 1,3 million de personnes, dont plus de 130 000 personnes chaque jour ici en France. En France, plus particulièrement, nous sommes le premier employeur privé. Depuis ma prise de fonction, depuis ces 400 derniers jours, j'ai voyagé énormément, et je continue à voyager énormément, c'est environ 80% de mon temps, pour rencontrer des clients, bien sûr, et certains sont ici, donc je vous remercie aussi de la confiance que vous faites en notre maison, mais des chefs d'entreprise, des ministres et des représentants de gouvernement. Et il est clair que le rôle de la France dans l'économie mondiale est indéniable. Ses atouts, vous les connaissez, ils sont internationalement reconnus, mais dans le même temps, tout le monde le sait, la France continue de perdre en compétitivité et en attractivité. Nous avons tous conscience des faiblesses de la France et de la réputation dont elle souffre à l'international. Une administration lourde,
une fiscalité imposante, un carcan juridique remis quasiment chaque année en cause et modifié de manière permanente, et bien sûr, certainement pour nous, un droit du travail très contraignant. En fait, il n'y a rien de nouveau dans ce que je viens de dire. C'était un constat que j'avais fait déjà il y a 6 ans, lorsque je suis arrivé en France. Les exemples, ils restent nombreux, et les conséquences lourdes. Un taux de chômage aujourd'hui encore qui dépasse les 10%, et surtout 23% de taux de chômage chez les jeunes. Un jeune sur 4 en France n'a pas de travail. Des citoyens mécontents, des mouvements sociaux à répétition, un environnement qui encourage très peu l'entrepreneuriat, et puis, en conséquence, des investissements étrangers en baisse de 2%, lorsque l'Europe affiche une hausse de plus de 14%. Un nombre d'emplois créés par ces investissements en hausse de seulement 8%, alors qu'il y a un plus 17% en Europe. 72% des décideurs internationaux jugent la fiscalité française peu ou pas du tout attractive. Et 73% d'entre eux regrettent le niveau élevé des charges sociales. En 2016, la France est passée de 5e à 6e économie mondiale, et puis, grâce à l'événement il y a 4 semaines du Brexit et la dévaluation de la livre sterling, elle est revenue à la 5e place mondiale. Mais je dirais que c'est un événement technique. S'ajoute à cela, bien sûr, une image qui a été fragilisée par les terribles attentats qui l'ont sérieusement affectée. Tout ça, c'est l'image aujourd'hui de la France. Mais quand Denis m'a invité à venir parmi vous aujourd'hui, je me suis dit, est-ce que je vais continuer cette litanie? Ou bien plutôt que de nous apitoyer sur ce sort, vous inviter au rêve et de rêver ensemble. Et de rêver à une France qui reprendrait sa place sur l'échiquier mondial, à une France à nouveau forte, aimée, admirée et convoitée. Une France qui attirerait les investisseurs du monde entier. Une France qui serait enfin reconnue pour pas simplement la qualité de son système éducatif, mais sa capacité d'innovation et ses talents. Une France où la capacité d'entreprendre serait encouragée et où l'échec ne serait pas sanctionné. Une France dans laquelle le taux de chômage des jeunes serait inférieur à 5%, où le droit du travail ne serait pas un frein mais un levier. Une France dans laquelle les entreprises et les partenaires sociaux feraient preuve de véritable solidarité et travailleraient main dans la main. Une France où la fiscalité serait un atout et attirerait les sièges mondiaux à venir s'y installer, pas simplement les sièges mondiaux, mais aussi les meilleurs talents. Une France où les citoyens descendraient dans la rue, non pas pour manifester leur comportement, mais manifester leur joie. Et une France où les politiques seraient au service de leurs concitoyens, portant un projet ambitieux et commun pour les générations futures. Ce rêve, en fait, n'est pas un rêve. Ce rêve, dans de nombreux pays autour de nous, dans le monde, il est déjà réalité. Et j'aimerais vous donner quelques exemples. Si la Suisse et Singapour caracolent en tête de tous les classements mondiaux, ce n'est pas pour rien. L'ambition y est pour quelque chose. J'aimerais partager avec vous une anecdote. En mai dernier, j'avais été invité par le ministre du Travail singapourien et il voulait échanger avec moi sur la place de Singapour dans ce que l'on appelle le Global Talent Competitive Index. En fait, c'est une étude annuelle réalisée avec INSEAD et le groupe ADECO, et nous classons les pays, 109 pays au monde, sur leur capacité à attirer, développer et retenir les talents. Sur 109 pays, Singapour est classé 2e dans le classement 2016.
Et nous avons passé environ 1h30 ensemble à regarder ces 81 critères qui font ce classement. Et à la fin de notre entretien, le ministre Lim m'a dit, écoutez, mon intention, ma volonté, c'est que l'année prochaine, ou au plus tard l'année ensuite, Singapour soit numéro 1 dans le monde. Et je compte vraiment faire le nécessaire pour y arriver. Le lendemain matin, je repartais, je quittais Singapour, j'avais un avion très tôt, je lui envoie un email à 7h du matin, à 7h20, j'avais sa réponse, et l'après-midi, les premières réunions de travail se mettaient en place sur les sujets clés. Voilà des signes tangibles d'ambition d'un monde politique qui n'est pas si loin que nous. Prenons à présent le chômage des jeunes. En France, je vous l'ai dit, il atteint 23%, soit un jeune sur 4 qui n'a pas d'emploi. Comment expliquer que des pays comme l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse ont des chômages pour les jeunes bien inférieurs à 10% et même autour des 5%? Comment expliquer qu'un pays comme la Suisse a un taux de chômage des jeunes de 3%? En Suisse, comme en Allemagne, comme en Autriche, l'apprentissage est une tradition, une culture. L'apprentissage et la formation professionnelle, ils sont plébiscités par 2/3 des jeunes après le lycée. C'est vraiment considéré comme une voie d'excellence, alors qu'en France, l'apprentissage est en fait souvent réservé aux élèves en difficulté. Et donc, il est indispensable de redonner à cette voie toutes ses lettres de noblesse. C'est d'ailleurs ce que souhaitent faire les États-Unis. En octobre dernier, le secrétaire d'État au travail, Thomas Perez, a invité le Global Apprenticeship Network, le réseau mondial de l'apprentissage dont j'ai la présidence, à venir le rencontrer à la Maison-Blanche. Nous avons passé une journée à la Maison-Blanche, notamment en sa compagnie et celle de son administration, afin de bien comprendre les mécanismes et les facteurs clés de la réussite de ce modèle dans d'autres pays. Les États-Unis ont doublé en une seule année leur nombre d'apprentis. Et ils vont continuer. Même si le chômage est aujourd'hui à 5%, eh bien malheureusement aux États-Unis, le chômage des jeunes est toujours au-delà de 10%, et donc c'est leur prochaine bataille après ce chômage global. Il n'y a pas que les États-Unis. Regardez l'Italie. L'Italie qui, en 2015, a su prendre vraiment des mesures courageuses, alors que le chômage des jeunes atteignait les 35%. Ils ont instauré une flexi-sécurité à l'italienne, avec la mise en place d'un contrat unique à protection progressive et l'assouplissement des conditions de licenciement. Alors certes, la situation elle reste fragile en Italie, mais dans les mois qui ont suivi, l'Italie a renoué avec la croissance. Le déficit est passé de 3% à 2,6%, son plus bas niveau depuis 2007. Et quant au chômage, il a baissé, il est passé de 12,4% à 11,5% en 10 mois. Bien sûr, toutes ces transformations doivent être faites sur un dialogue social de qualité. Et là aussi, il y a beaucoup d'exemples autour de nous. Les pays scandinaves ou l'Allemagne, où le dialogue social est le résultat de compromis négociés et non issus de la confrontation. Dans ce pays ou dans ces pays, la grève est considérée comme un ultime recours et non, comme en France, utilisée pour faire pression en amont même des négociations. Ce ne sont que quelques exemples qui montrent que le rêve peut devenir réalité, que les changements sont possibles. Alors, quelles conditions pour y arriver? Comment faire que la France se redresse et reprenne sa place dans l'échiquier mondial, sa place de leader au sein de l'Europe? Tout d'abord, la France et les Français doivent faire preuve de résilience, de fraternité et de solidarité.
Certes, la situation économique et sociale et de nombreux événements tragiques ont encore un peu plus affecté le pays. Mais la France, et surtout les Français, doivent décider d'accepter le changement, doivent décider d'aller de l'avant ensemble. La France et les Français doivent prendre pleinement conscience de la situation, en faisant preuve de responsabilité collective vis-à-vis des générations futures. La France et les Français doivent s'engager pour un projet commun afin de réparer, adapter et préparer l'héritage qu'ils souhaitent léguer à la prochaine génération. Ensuite, la France doit faire preuve d'ambition et de courage politique. En 2017, les élections présidentielles vont marquer le tournant que prendra le pays pour les 5 prochaines années. Le monde attend de la France un projet, une vision, un cap, un discours politique qui répondent aux véritables besoins du pays et de ses concitoyens. On voit d'ailleurs déjà par 2 fois ce que ça peut donner quand ses concitoyens ne sont pas entendus. Le monde attend de la France qu'elle fasse les bons choix afin que le futur devienne plus certain. Il est impératif de créer un véritable choc d'attractivité. Et ce, en abattant les marqueurs qui entachent fortement la réputation de la France à l'international, tels que les 35 heures, tels que l'impôt sur la fortune ou les charges sociales qui pèsent sur le coût du travail. En démontrant la capacité à conduire, à mener à terme des réformes structurelles nécessaires à la modernisation de l'économie dans un contexte de mondialisation et sous l'impact du numérique. En amplifiant les efforts de simplification administrative, en mettant en place les conditions pour favoriser l'intégration des jeunes sur le marché du travail grâce à l'apprentissage, d'une part, mais aussi à des nouvelles formes de contrats. En simplifiant et en assouplissant davantage les règles relatives au droit du travail, notamment pour soutenir la création d'entreprises et le développement des start-up. En réformant le dialogue social pour sortir de cette culture de confrontation et en assurant une plus grande stabilité des lois et le principe de non-rétroactivité pour donner plus de visibilité aux investisseurs. Finalement, à l'ère de l'open data, de la mondialisation, la France doit faire preuve d'ouverture et lutter contre toute tentation de repli et de protectionnisme. Il n'y aura pas de France forte sans un courage politique fort, sans ambition forte, sans solidarité, sans dialogue social de qualité. Et il n'y aura pas d'Europe forte sans une France forte. La France doit regagner la place qui lui revient sur l'échiquier mondial. Elle en a les atouts, il lui en faut maintenant l'ambition et la volonté de se réformer rapidement. Car le monde n'attendra pas la France. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un état de la France inspirant. Merci.